Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluid, de toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode vraiment spécial puisque je vais vous y raconter ma propre histoire. J'ai beaucoup avancé sur le plan personnel cette année et par rapport aux violences que j'ai subies. J'avais donc envie de finir symboliquement l'année 2020 sur mon témoignage. J'ai beaucoup appris cette année grâce aux femmes que j'ai pu interviewer depuis le début d'Over the Rainbow et elles m'ont donné beaucoup de force pour prendre la parole à mon tour. Aujourd'hui, nous parlerons donc des violences conjugales que j'ai vécues pendant 3 ans entre mes 15 et 18 ans. C'est important pour moi que vous compreniez que ce type de relation peut arriver à tout âge. On va donc discuter violences physiques, psychologiques, sexuelles, stress post-traumatique, accompagnement psychologique et psychiatrique, ainsi que justice et plainte. Tout un programme donc. Mais je ne suis pas seule. C'était important pour moi que quelqu'un soit là pour me poser toutes vos questions. J'ai donc demandé à mon copain de prendre mon rôle d'hôte le temps de cet épisode très spécial. C'est d'autant plus symbolique pour moi car il m'a énormément aidé dans mon parcours vers la guérison. Donc voilà Maxime, avec qui je partage ma vie depuis bientôt 2 ans et demi. Alors, je te laisse te présenter. Salut Capucine. Alors du coup, je m'appelle Maxime, je suis en 3e année du coup de management et d'entrepreneuriat dans une école à Nantes. En dehors de ça, je suis freelance, concepteur graphique et du coup photographe tout un tas d'autres choses. Voilà. D'accord. Bon bah du coup, je te laisse prendre ton rôle d'hôte. C'est à toi de gérer l'épisode. Et bah super. Bon, bah, du coup c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'a dit Capucine, nous allons aujourd'hui parler de violences conjugales. C'est un phénomène qui touche beaucoup de femmes en France et dans le monde malheureusement. C'est un phénomène encore trop présent dans notre société. Et donc pour ça, il n'est pas facile aux victimes de prendre la parole. C'est pour ça que Capucine le fait aujourd'hui. C'est pour sensibiliser déjà les gens à cette cause. Et puis sinon, c'est pour diffuser cette parole, pardon. Et puis surtout les plus jeunes, en fait, sensibiliser les plus jeunes à prendre conscience de ce phénomène. Merci à toi de prendre la parole aujourd'hui. Je vais te poser du coup plusieurs questions. Il y en a eu beaucoup qui ont été posées par tes abonnés. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez poser vos questions aux invités prochains, vous pouvez le faire lors des différentes stories que Capucine diffuse sur son compte Instagram. Donc n'hésitez pas à participer pour ces questions. Donc on va commencer avec la première question, c'est tout simplement, peux-tu parler un petit peu de toi, qui tu es, d'où tu viens, etc. Alors, moi je m'appelle Capucine, j'ai 20 ans, je suis née à Nantes, j'habite toujours à Nantes. Ce que je fais dans la vie, donc je suis étudiante en 3e année de licence bidisciplinaire lettres modernes et LLCE anglais. Voilà, et puis l'année prochaine, j'aimerais faire un master en communication et médias à Audencia Sciences Com, si je suis prise. Donc voilà, et puis à côté de ça, dans la vie, mes passions, je suis très curieuse, donc j'aime beaucoup de choses. Bien sûr, j'ai mon engagement féministe qui est très présent. C'est pour ça que j'ai créé Over the Rainbow, que vous êtes en train d'écouter actuellement. Donc voilà, du coup, oui, je pense que c'est dans mes passions d'écouter les autres, de diffuser leurs paroles et d'essayer de sensibiliser
au féminisme et à la cause des femmes. Ok, Voilà. très bien. Peux-tu raconter tout simplement ce que tu as vécu? Alors, donc, pour commencer, donc du coup, ce garçon, donc je ne dirai pas son prénom évidemment, je l'ai rencontré au collège, donc on était en quatrième quand je l'ai rencontré. On a tout de suite été plus ou moins attirés l'un par l'autre et on s'est rapidement mis en couple. Donc on est restés 2 mois ensemble, hein, c'était pas grand-chose, mais moi j'étais vraiment très amoureuse et, euh, et je suis restée très amoureuse pendant tout le reste de mon collège. En fait, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il revienne vers moi, mais lui n'en avait pas grand-chose à faire. Donc voilà, et puis finalement, à la fin de la troisième, on s'est remis ensemble, donc en mai 2015, et donc c'est là qu'a commencé vraiment notre histoire qui durera jusqu'en avril 2018. Donc voilà. Alors, donc pour expliquer avec ce garçon, j'ai vécu du coup plusieurs types de violences. Donc après, bon, il va y avoir beaucoup de questions là-dessus, donc je vais juste expliquer en gros les types de violences que j'ai pu subir. Donc ça pouvait être des violences physiques, donc par exemple comme type de violence physique que je peux nommer, ça pouvait être pincer le bras ou ça voilà, c'était quelque chose qui était assez facile à faire puisque c'est assez discret, donc ça peut se faire dans les lieux publics, etc. Pousser, donc me pousser par exemple contre un mur ou aussi me pousser sur le lit et m'immobiliser ensuite avec ses bras. Il y a déjà eu au moins une fois une gifle, ça je me rappelle. Euh, mais donc après on va en reparler plus précisément, mais c'est vrai que c'est difficile en fait de se rappeler de tout, donc voilà, donc j'ai oublié beaucoup de choses, tant mieux pour moi je pense. Mais du coup j'essaie voilà de dire à peu près ce dont je me souviens. Donc voilà, après il y a une des violences qui m'a profondément marquée, c'était une fois où on était en vacances avec ma famille à Arcachon. On était sur la dune du Pilat et je le prenais en photo et il était très capricieux, très colérique et en fait les photos que je prenais ne lui convenaient pas. Donc il s'était énervé contre moi, il m'avait dit que de toute façon j'étais nulle, que je savais rien faire et du coup il avait enlevé sa chaussure, il me l'avait jetée dans le visage et du coup j'avais un énorme bleu et j'étais un peu sous le choc parce que ma famille n'était pas très loin, etc. Donc c'était un peu choquant pour moi. Euh, et après, voilà, j'avais caché à ma famille en disant que je m'étais prise dans une branche, mais j'avais quand même une bonne marque en dessous là, qui aurait pu être posée par une branche, c'est pour ça que c'est bien passé l'excuse. Mais j'avais quand même, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Euh, Après, du coup, on a aussi eu des violences sexuelles. Donc, les violences sexuelles, voilà, ça pouvait être me forcer à avoir des rapports alors que je ne voulais pas et que je lui exprimais clairement que je n'avais pas envie. C'est déjà arrivé aussi que je me force. Donc, je disais même pas au départ que j'avais plus envie parce que je sais que ça servait à rien. Et du coup, que je me mette à pleurer pendant le rapport, mais ça ne le touchait pas plus que ça, ou alors il me disait arrête de pleurer, c'est bon. Voilà, donc ce type de violence. Au niveau sexuel, ça pouvait aussi me toucher alors que je ne voulais pas, ou alors me forcer, voilà, faire des actes sexuels divers. Et après, au niveau du dernier type de violence, ça pouvait être principalement des violences psychologiques quand même. Euh, donc par exemple, il y avait quelque chose qui est arrivé beaucoup de fois, donc encore une fois, je ne saurais pas dire vraiment précisément combien de fois, mais quand même plusieurs fois. Par exemple, m'empêcher de venir sur le lit le soir, voilà, quand on était couché, etc., ou en fait me pousser du lit, parce qu'on était déjà dans le lit, et parce qu'il était contrarié pour une raison ou une autre, il me poussait du lit. Du coup, j'étais par terre et il m'empêchait en fait de revenir sur le lit. Dans ces moments-là, il pouvait aussi me confisquer mon téléphone pour pas que, en fait, pour que j'ai rien à faire et que je sois juste par terre toute seule, voilà. Et
Et c'était aussi en fait pour m'empêcher de dormir. C'était quelque chose qu'il aimait faire quand il était contrarié, c'était me forcer à rester réveillée. Donc voilà, donc en me poussant par terre, j'avais même pas le droit de prendre mon oreiller. Donc moi, c'était des moments où j'étais très fatiguée, donc j'essayais de m'endormir coûte que coûte. Mais c'était pas facile. Et quand il voyait que je m'endormais, il me disait bah non, tu vas pas dormir. Donc par exemple, il pouvait me mettre la lumière du téléphone dans les yeux. Enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça. Après, autre chose qu'il faisait quand il était contrarié, enfin qu'il a déjà fait, c'était par exemple me abîmer des choses qui m'appartenaient, notamment je suis quelqu'un de très scolaire. Les personnes qui me connaissent savent que mes cours comptent beaucoup pour moi. Voilà, je suis plutôt une bonne élève, j'aime avoir des bonnes notes, etc. Et pendant le lycée, je faisais beaucoup de fiches de révision, tout ça, notamment pour le bac. Donc j'y tenais beaucoup. Ça peut paraître un peu ridicule, mais c'était vraiment, j'y tenais parce que je passais beaucoup de temps à faire ça, que c'était important pour moi. Et vu qu'il savait que c'était important pour moi, bah, il pouvait me les prendre et me menacer, me dire bah je vais te les déchirer. Voilà, j'ai un souvenir en première où il m'avait justement déchiré tous mes plans pour le bac de français, les plans des textes pour passer l'oral, je les avais tous faits sur des fiches et il était énervé, je ne sais plus pour quelle raison, il me les avait tous déchirés un à un. Voilà, après il y avait du chantage aussi, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Beaucoup de dévalorisation au quotidien, ça je pense que c'est quelque chose, toutes les femmes victimes de violences conjugales vivent ça. Beaucoup de dévalorisation, me parler mal devant les autres, alors pas devant ma famille, parce qu'il était exemplaire devant ma famille, mais devant mes amis un peu moins quand même, donc parfois il me parlait vraiment extrêmement mal, il me dévalorisait beaucoup, et puis il me disait que de toute façon je pouvais pas le quitter parce que je trouverais personne, que personne voudrait de moi, que j'étais nulle, des remarques, des critiques sur mon physique aussi. Puis après, il m'empêchait aussi de manger avec mes amis, parce qu'on était dans le même lycée malheureusement, dans la même classe. Et moi j'avais des amis avec qui j'avais envie de manger par exemple le midi et ils ne voulaient pas, ils me disaient non, on mangera tous les deux. Voilà, et impossible de le convaincre que je voulais manger avec mes copines. Et également aussi, ça date un petit peu plus, mais c'était en seconde, donc pour montrer que bon, dès 2015 quand même, ça commençait déjà. Il me forçait en fait à l'appeler tous les soirs. Alors moi j'étais à l'internat, pas lui. On se voyait toute la journée, mais le soir il me forçait à ce que je l'appelle. Sinon il me menaçait, etc. Et du coup ça lui permettait en fait que je ne puisse pas parler avec mes amis, que je puisse pas être avec mes amis parce que j'étais obligée d'être avec lui. Du coup mes amis m'en voulaient et voilà, c'était un petit peu son intention, on va dire. Voilà, puis après, voilà, il y avait beaucoup de critiques de mes amis, de critiques de ma famille, notamment ma sœur. Il critiquait beaucoup ma petite sœur au départ, avec qui j'ai 4 ans d'écart et dont je suis très proche. Et du coup, il a vraiment essayé il a essayé en fait de rompre les liens que j'avais avec les personnes qui comptaient le plus pour moi, donc ma sœur du côté de ma famille et du côté de mes amis, voilà, c'était vraiment en m'appelant comme ça, je ne pouvais plus parler à ma meilleure amie. D'ailleurs, notre amitié s'est cassée entre autres à cause de ça. Donc il a quand même réussi ce qu'il voulait. Donc voilà, c'était vraiment m'isoler en fait. Donc je pense que ça résume à peu près tout ce qui s'est passé pendant les 3 ans. Okay. Mais du coup aussi le fait que qu'il soit tout le temps présent, même dans la même classe comme tu disais, etc. Et qu'il soit tout le temps là dans le même lycée, etc. Ça aussi, ça favorise pas, ça favorise plutôt à une emprise constante oui, c'est ça. sur toi et du coup c'est sûr que là-dessus c'était pire. Bah oui, exactement. Et puis de toute façon, pour ceux qui savent pas, Maxime était dans le même lycée que moi. On se connaissait pas à l'époque, mais il voyait très bien qu'on était tout le temps que tous les deux en fait. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, on était vraiment coupés du monde et c'est vrai que même pour moi c'était un peu blessant parce que je savais que les gens même se moquaient, etc. Enfin voilà, ils disaient mais ils sont bizarres tous les deux et tout, et moi je voulais pas du tout ça, et sauf que je ne pouvais pas faire autrement, donc c'est vrai que c'était très difficile pour moi à ce moment-là. Et du coup, quand ces violences ont commencé, ça a commencé comment et... Alors, justement, c'est un petit peu le point que j'ai expliqué, c'est que je sais plus. Je sais pas du tout comment, quelle a été la première violence, voilà, je sais pas. Après,
comme je dis, je suis sûre à 100% déjà que en seconde, du coup, bah, il m'appelait, il me forçait à l'appeler, etc. Donc ça, c'était vraiment dès la seconde, donc dès septembre 2015, que ça a commencé, en tout cas, les violences psychologiques. Après, les violences physiques, je pense que c'est plus difficile, peut-être mentalement, de m'en rappeler. Et du coup, j'ai vraiment occulté ça, donc je ne m'en rappelle pas. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que des fois, quand même, t'arrivais à faire abstraction de cette violence dans votre relation? Et puis sinon, est-ce que cette violence était constante? Tu les subissais au quotidien? Comment ça se passait? Bah là, tu l'as un petit peu décrit sur le fait Ouais. que ça se passait quotidiennement, où il te forçait à faire des choses quotidiennement, mais même que ce soit les violences physiques, etc., est-ce que ça se passait au quotidien ou pas? Alors, ça se passe pas au quotidien. Après, je suis incapable honnêtement de dire la fréquence, encore une fois, parce que bah, voilà, pour des raisons d'amnésie post-traumatique, on va dire. Donc, c'est vrai que je ne sais pas les fréquences, je ne m'en rappelle pas. Euh, je me rappelle, mais après, pour dire est-ce que j'arrivais à faire abstraction ou pas, je pense que sur le coup, oui, parce qu'en fait, j'excusais tout le temps ses violences, je lui cherchais tout le temps des excuses, je me disais que c'était pas de sa faute, qu'il allait arrêter, que voilà, il avait peut-être une histoire compliquée lui-même et que bah, je devais juste prendre sur moi et voilà. Donc, je faisais abstraction dans le sens où je les ignorais. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bons moments dans notre relation, entre guillemets. Forcément, c'est ça qu'il faut bien se dire quand on est victime de violences conjugales. C'est pas des coups tout le temps. Forcément, il y a des moments où ça se passe très bien, il y a des moments où la personne elle est extrêmement gentille, où elle va te faire plein de promesses, donc voilà. Du coup, bah il y a toujours cette balance en fait où tu te dis quand t'es victime de violence, sur le coup, tu te dis, bah là, c'est horrible, il faut que je parte. Sauf que 2 minutes après, il va limite se mettre à pleurer, il va dire, je suis désolée, je suis pas comme ça, en vrai, enfin voilà. C'est de la Voilà, manipulation, c'est tout exactement simplement. ça, c'est de la manipulation. Et du coup, c'est cette balance-là qui fait que, bah, tu te dis toujours, bah non, parce qu'en fait, je vais passer des bons moments, je le sais, donc je peux pas le quitter à cause d'un mauvais moment, donc Ouais, voilà. complètement. Ouais, c'est ça. Puis même quand tu fais aussi, au final, limite la balance entre Mm. le bon et le mauvais, vu qu'il avait cette emprise sur toi, je sais même pas trop si tu avais conscience de tout ce qui était mauvais autour de toi. Oui, c'est ça. Pour Mm. moi, je pense que si on devait, statistiquement, il y avait sûrement plus de bons moments que des mauvais moments, je pense. Mm. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce qui me permettait de me dire, bah non, du coup, ça va, si on fait la balance, il est quand même gentil avec moi, peut-être trois quarts du temps. Du Mm. coup, le un quart, je vais l'oublier, et puis voilà. Ouais, ok. Et du coup, ça fonctionnait concrètement au chantage affectif au final, c'est ça? Oui, bah oui, c'était exactement ça. Il me faisait beaucoup de caprices en fait. Le chantage affectif, techniquement, c'est de menacer quelqu'un quand la personne ne comble pas tous nos désirs. Donc comme je dis, il était très capricieux. Par exemple, je me rappelle une fois où on était dans un magasin au ruban bleu, pour ceux qui ont été au lycée à Saint-Nazaire, vous connaissez. On était dans un magasin au ruban bleu, je crois que c'est culturel, l'espace culturel, je sais pas lequel des deux, mais bon voilà. Mm. Et en fait, il me faisait un caprice pour que je lui achète un livre. Donc c'était le livre de la cinquième vague, je me rappelle très bien, on avait été le voir au cinéma. Et c'était un gros livre quand même qui coûtait assez cher. Et il me faisait un caprice, alors c'était pas quelqu'un qui lisait énormément, parce qu'il voulait absolument ce livre. Il faut savoir que moi, voilà, je ne croulais pas sous l'argent, clairement. Mes parents me donnaient 20 euros d'argent de poche par mois. Je pouvais pas tout faire passer dans Mm. ces caprices. T'es Et une ado, quoi, tout oui, simplement. voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça a été assez compliqué ce moment-là parce que on est resté très longtemps dans le magasin, peut-être 1 heure et demie, parce qu'il ne voulait pas sortir tant que je ne lui aurais pas acheté le livre. Et du coup, voilà, c'était des menaces. C'était, par exemple, comme je disais tout à l'heure, pour les violences physiques, pouvoir me pincer le bras, des choses comme ça, parce que c'est assez discret, donc tu peux le faire facilement en public, au lycée, etc. Ça se faisait très bien. Donc, me faire ça et puis me dire, bah là, tu verras quand on sera tous les deux, ça va être pire, ou par exemple commencer à parler très fort. Et du coup, bah moi, je suis gênée, je veux pas qu'il C'est fasse du normal, bruit, hein. j'ai pas envie que tout le monde nous regarde. Et du coup, je lui dis, oh, bah, ok, c'est bon, je vais te le prendre. Et voilà, je lui avais pris son livre qu'il n'a probablement jamais lu, Ouais. je pense. Donc voilà, et puis bah le chantage affectif, voilà, ça c'était un exemple très concret. Après, au quotidien, c'était par exemple faire du chantage pour que je couche avec lui, ou dire bah si tu couches pas avec moi,
bah je te quitte, voilà. Donc voilà, c'était tout type de chantage vraiment. Ok. Et tu sentais ce danger, est-ce que tu avais, bah, du coup, si tu sentais ce danger, est-ce que tu avais l'envie de partir ou pas? Alors, je ressentais la peur. Très honnêtement, je me rappelle très bien que j'avais peur de lui. En fait, je pense que les victimes de violences conjugales comprendront ce que je vais dire, mais en fait, tu vois la personne qui tout d'un coup change de visage en fait. Donc Mmh. ça peut être, elle est très gentille avec toi, très douce, tout se passe bien et tout d'un coup, tu vois qu'elle commence à être contrariée et tu vois en fait, moi je me rappelle que c'était dans le regard qui devient noir et tu te dis ça recommence quoi. Et tu te dis, enfin, ok, bah là, je sais que je vais passer un mauvais moment. Du coup, c'est horrible parce que tu le vois et vraiment, enfin, moi, je me rappelle que j'étais tétanisée, enfin, j'avais très très peur parce que je savais jamais vraiment ce qu'il allait faire. J'avais peur que ce soit pire que la dernière fois. Donc oui, j'avais peur et dans ces moments-là, j'avais envie de partir parce que je me disais, non mais attends, Capucine, enfin, t'es une personne rationnelle, tu vois bien ce qui se passe, enfin, c'est pas possible. Donc là, j'avais vraiment envie de partir, mais je m'en sentais incapable. Je me disais, je peux pas, enfin, c'est impossible qu'on parte. En fait, pour moi, plus le temps passait, plus ça faisait du temps qu'on était ensemble. Mmh. Faut savoir que c'était une personne qui, vu qu'on était adolescents, on se voyait l'un chez l'autre, on n'avait pas de domicile forcément. Donc on se voyait chez mes parents, on se voyait chez les siens, donc autant dire qu'il faisait partie de la famille. Donc moi je me disais c'est trop tard en fait, c'est trop tard, je peux pas le quitter parce que voilà, mes parents l'aiment beaucoup, mon frère et ma sœur l'aiment beaucoup, tout le monde l'aime autour de moi et j'ai pas envie de casser en fait le mythe, c'était ça, j'avais pas envie de casser l'image que les gens pouvaient avoir de lui et de nous. Donc c'est ce qui m'empêchait vraiment euh, de le quitter. Donc voilà, et puis au-delà de ça, il y avait aussi tous les moments où il était très gentil et du coup, bah, si j'étais sur le point de me dire faut que je le quitte, bah, la seconde d'après, il allait pleurer en me disant je suis désolée, vraiment, enfin, je ferai plus jamais ça, me prendre dans ses bras, me dire voilà, t'inquiète pas, je sais, je suis horrible, se dévaloriser. Au final, c'était moi qui me retrouvais à le consoler. Et du coup, dans ce moment-là, tu te dis, bah non, en fait, il a besoin de moi, je peux pas le laisser, il est fragile, c'est lui qui est fragile, c'est pas moi. Donc moi, je dois supporter ce qui se passe et puis bah c'est comme ça quoi. Donc du coup, bah, au final, tu ne pars pas. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, il y a sûrement le fait, plus le temps passe, comme tu dis, dans une relation même, on va dire, dans une relation lambda, sans emprise ni rien du tout, Ouais. euh, tout simplement aussi, plus le temps passe, plus des fois aussi tu peux te dire, ben non, on va pas se quitter, parce qu'on a construit Bah telle oui, chose c'est ça. ensemble. Et puis du coup, ça favorise pas non plus le fait de partir, tout simplement. Oui, et c'est exactement ça. Et sinon, en fait, qu'est-ce qui te faisait rester et est-ce que tu continues à l'aimer? Alors, ce qui me faisait rester, bah, comme je l'ai dit, vraiment, c'était la peur, l'emprise, et puis c'était l'impression que j'étais rien sans lui. Quand je suis allée à Solidarité Femmes, en fait, donc c'est une association qui est spécialisée dans les violences faites aux femmes. Euh, Elles m'ont expliqué, les bénévoles qui étaient là m'ont expliqué les violences conjugales avec une métaphore que je trouvais très intéressante. En fait, c'est si vous prenez un bac d'eau euh, et que vous mettez une grenouille à l'intérieur, au départ l'eau est froide, vous la faites chauffer petit à petit, donc elle devient tiède, puis chaude, et au moment où ça commence à... En fait, au départ, la grenouille, elle est bien, et au moment où ça commence à bouillir, et ben c'est trop tard. La grenouille peut plus sortir parce que bah, elle est coincée en fait. Elle s'est laissée prendre dedans. Alors que si vous avez un récipient d'eau qui est directement bouillant, si vous jetez la grenouille dedans, elle va directement sauter en fait, elle va avoir le réflexe de s'en aller. Et en fait, c'est exactement ça les violences conjugales. Le problème, c'est que ça se fait petit à petit. C'est-à-dire qu'au départ, ça va. Après, il y a des moments où ça commence à ne pas aller, mais tu te dis, ouais, non, au niveau balance, il est quand même plus gentil que méchant, donc ça va. Et au final, au moment où tu t'en rends compte, bah, c'est trop tard. Mmh. Parce que bah, l'eau est déjà bouillante et tu peux plus sortir. Donc je trouve que c'est une très bonne métaphore pour expliquer ça. Et après, est-ce que je l'aimais Je suppose que qu'il y avait une forme d'amour. Après, c'est pas, enfin c'est pas du tout de l'amour sain. Enfin, je vois très bien, c'est pas pour te lancer des fleurs. Je vois très bien maintenant que je suis dans une relation équilibrée. Je vois très bien ce que c'est que l'amour et ça n'a absolument rien à voir. Donc
quand on est dans la relation, on pense que c'est de l'amour, mais avec le recul, je pense que ce n'était clairement pas de l'amour. Donc, voilà. Ok. Et du coup, pour continuer dans cette métaphore, Oui, bah c'est la même chose que quand on dit faut partir dès la première violence, parce que du coup, au final, c'est un petit peu la même oui, chose. c'est ça. En fait, Dès qu'il y a la première violence, ouais, faut directement s'en aller, quoi. c'est exactement ça. Et tout, en fait, l'importance de sensibiliser. Parce que faut pas croire que si votre copain est une fois violent avec vous, c'est pas grave. Faut pas se dire oh bah il a dérapé, voilà. Non, on ne dérape pas en fait. Enfin non, c'est juste pas normal. Il y a aucune excuse. On n'a pas à frapper quelqu'un, à forcer quelqu'un à avoir des relations sexuelles. C'est interdit par la loi tout simplement. Et je pense que c'est ça dont il faut bien se rappeler. Moi, c'est ça que je n'avais pas suffisamment en tête, je pense, quand j'étais dans la relation. Et en fait, il ne faut pas excuser cette personne. Un coup, c'est le coup de trop, en fait, parce que la personne ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire ça. Même si je sais que c'est difficile, très honnêtement, si certaines personnes m'écoutent et sont dans cette situation, c'est beaucoup plus facile de partir, je pense, à la première violence, parce que plus tu attends, plus l'eau devient chaude et plus c'est impossible de partir. Ok. Et à quel moment tu as compris que cette relation était abusive? Et est-ce que rapidement, tu as pu mettre un mot sur cette situation, Elena? Alors, je saurais pas dire encore une fois à quel moment vraiment j'ai compris. Euh, En fait, je pense qu'une partie de moi le savait tout du long, mais je me mentais vraiment à moi-même en me disant que ça allait changer, que, voilà, tous ces mensonges qu'on aime bien se dire. Après, j'ai un souvenir quand même d'un moment où je me suis rendu compte que quelque chose n'était vraiment pas normal. En fait, on regardait une série qui s'appelle Big Little Lies. Je sais pas si certains ou certaines connaissent. C'est une série avec Nicole Kidman. Et en fait, dans cette série, on parle de violence conjugale. Justement, Nicole Kidman joue une femme qui est violentée par son mari. C'est une très bonne série d'ailleurs. Et en fait, c'est en voyant ça, en voyant le comportement de son mari par rapport à cette femme, que je me suis dit, non mais attends, il y a quand même vachement de ressemblances. En fait, au-delà des violences qui étaient mises en scène, parce que c'était pas forcément exactement les mêmes que moi je vivais, mais c'était surtout dans le personnage de l'homme. Je me disais, mais attends, enfin, Capucine, son caractère, c'est lui, quoi. Enfin, c'est pas normal. Enfin, voilà. Et j'étais très troublée et je me rappelle qu'on regardait ça ensemble et des fois, je le regardais et je me disais, mais est-ce que lui, il se rend compte? Et au final, je sais pas. Je sais pas si lui, il se disait, bah, mince, je suis pareil. En tout cas, il avait pas l'air troublé. Après, est-ce que moi, ça se voyait que j'étais troublée, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir-là et je pense que c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Mais pour autant, bah, je suis pas partie. Je pense que je refusais de mettre le mot dessus. Moi, j'ai une autre anecdote qui est assez intéressante, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Je suis très littéraire et de temps en temps, je fais des concours de nouvelles, des choses comme ça. Et à l'époque, j'avais fait un concours où j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Tic Tac. Les curieux, si vous voulez, vous pouvez la retrouver sur mon blog que j'avais créé au lycée, qui s'appelle Les mots captivants. Elle est dessus, il me semble. Donc c'est une nouvelle qui s'appelle Tic Tac et qui en fait décrit un viol conjugal, tout simplement. Euh, et en fait, quand je l'ai écrite, bah, je l'ai écrite comme ça inconsciemment. Et j'avais aucune idée que c'était en fait ce que je vivais. Et c'est vraiment quand je suis retombée dessus il y a pas très longtemps, je suis retombée dessus, je l'ai lu, je me dis mais tu racontais ce que tu vivais, pourquoi t'as pas capté que c'était ça? Donc voilà, c'est pour dire que à quel point on est vraiment dans une dissociation totale et on se dit on ne vit pas ça, on est vraiment dans un déni. Ok. Et du coup, au final, comme tu l'as dit, ça a été progressif. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as pu en parler une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que tu étais dans une relation abusive, etc. Est-ce que tu en as rapidement parlé, que ce soit autour de toi, etc. Alors, pas du tout. Je continuais de tout garder pour moi parce que je suis quelqu'un de très public sur mes sentiments. Euh, En fait, je suis assez expressive quand je suis heureuse, etc. Il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment du mal à montrer quand je suis pas bien. Je vais le montrer qu'à des personnes qui sont extrêmement, extrêmement proches. Et Et encore. et encore.
J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. En fait, j'ai du mal à montrer que quand je suis faible. Je pense que c'est surtout ça. Je déteste montrer mes faiblesses. Donc, clairement, je le disais pas parce que je pense aussi que j'avais honte. Donc, non, j'en ai pas du tout parlé. En plus, faut savoir qu'à l'époque, j'étais à l'internat toutes mes années de lycée. Donc, mes parents, je les voyais le mercredi après-midi et je les voyais le week-end. Mais la plupart du temps, ils étaient là. Et, et puis, enfin voilà, dans tous les cas, j'aurais jamais eu le courage à ce moment-là de leur en parler, et même à mes amis, etc. Je n'en parlais pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne comprenais pas moi-même ce qui se passait, donc je mettais pas un mot dessus. Je me suis jamais dit je vis des violences conjugales. Je me disais il est un petit peu, il abuse un peu des fois, mais dans ma tête vraiment je réduisais tout. Donc si je me l'avouais pas à moi-même, c'était impossible que j'en parle aux autres. Et je le défendais tout le temps, c'est-à-dire que même quand il me parlait mal devant mes amis et que mes copines me disaient non mais attends Capucine, t'as vu comment il te parle là, enfin c'est pas possible, tu peux pas le laisser te parler comme ça, il t'humilie et tout. Ben je disais non non mais vous inquiétez pas, enfin il fait ça pour faire son intéressant, mais en vrai il est pas du tout comme ça, enfin quand on est tous les deux il est trop mignon et tout, mais pas du tout. Enfin voilà, donc j'inventais clairement, enfin je me mentais à moi-même, je mentais à tout le monde, en créant une relation parfaite qui n'existait pas du tout. Donc voilà, donc non, je n'en parlais pas. Ok. Et du coup, tes amis au final se sont rendus compte quand même de ce changement et si oui, est-ce que tes proches, donc plutôt aussi ta famille, se sont rendus compte qu'il y avait un changement de comportement, une relation qui allait pas, etc. Bah du coup, comme je dis, non, parce que je cachais tout. Après, j'ai déjà une de mes meilleures amies qui s'appelle Camille, qui a déjà vu des bleus sur mes bras au lycée et qui me disait bah tu te fais quoi et tout ça, et je disais non mais t'inquiète pas, je me suis cognée, ma peau marque très vite, voilà, je pense que c'est une excuse, toutes les femmes qui vivent des violences le disent. J'ai la peau qui marque vite, voilà. Comme j'avais dit aussi à mes parents, je leur avais dit que je m'étais pris une branche pour la fameuse fois. Après, j'inventais tout le temps des choses, donc voilà. Euh, et puis quand j'y repense, au niveau des changements de comportement, quand je repense à la personne que j'étais au lycée, j'étais pas du tout moi. C'est-à-dire que j'étais très effacée, j'étais très discrète, très calme, et je dis pas que je suis très extravertie dans le quotidien, c'est juste que je suis bavarde, je suis j'aime voir les gens, j'aime faire des rencontres, j'aime discuter avec tout le monde, je suis super curieuse, et au final j'étais comme ça avant de le rencontrer, et après bah genre pendant le lycée j'étais vraiment plus du tout comme ça, j'étais vraiment plus du tout moi-même. Mais comme je dis, je pense que le fait que je voyais peu ma famille, ils se sont peut-être pas trop rendus compte que j'avais changé. Et je pense qu'on peut aussi facilement mettre ça sur le coup de l'adolescence, parce qu'en plus c'est arrivé dans une période où c'est une période de changement dans tous les cas, donc je pense que ça passe encore plus inaperçu. Je pense qu'une personne à l'âge adulte qui d'un seul coup change du tout au tout, on le remarque parce que c'est moins courant. Mais vu qu'on est dans l'adolescence, qu'on est dans une phase de construction, du coup ça passe quand même assez inaperçu. Complètement. Et pourquoi, en fait, tu ne te confiais pas au final à tes proches? Bah, c'est très simple, c'est parce que j'avais honte. Ouais. J'avais vraiment honte. Donc, même si je mettais pas, comme j'avais dit, le mot de violence conjugale, je savais très bien que j'étais humiliée. Et j'ai beaucoup de fierté, j'ai beaucoup d'ego. Ça n'a pas changé par contre. Et du coup, c'était impossible pour moi de dire ça, de montrer en fait que j'étais faible. C'était impossible. Alors bien sûr, je précise pour les personnes qui m'écoutent et qui vivent ça, c'est pas du tout de la faiblesse. Au contraire, faut être très courageux pour supporter des choses comme ça. Mais quand on le vit, on se sent vraiment comme moins que rien et on se dit mais je le dirai jamais à personne parce que c'est trop la honte, vraiment. Donc voilà, je dévalorisais beaucoup ce que je vivais et je minimisais aussi énormément. C'est-à-dire que pour moi, une gifle, c'était pas une gifle, c'était juste oh bah il a voulu avoir un geste un peu brusque, il est allé un peu trop loin, mais il a pas vraiment fait exprès. Ou, voilà, je minimisais tout le temps tout, donc du coup j'étais vraiment dans cette mentalité de tout réduire et donc impossible pour moi d'en parler tout simplement. Ouais, complètement. Et c'était pas trop dur d'être seul face à cette situation? Et est-ce que tu regrettes à l'heure actuelle de ne pas en avoir parlé avant?
Alors déjà, c'était très difficile d'être seule. Je vais pas mentir, surtout que vu qu'il me coupait de tout le monde, j'avais énormément du mal à créer des liens avec les autres. Donc j'avais mes amis que j'avais depuis le collège et mes deux meilleures amies à l'époque, Camille et Clémence. Et après, je créais quelques liens, mais c'était que des liens très superficiels. J'arrivais pas du tout à créer des amitiés parce que j'arrivais plus à m'ouvrir aux autres, parce que je pense aussi que vu que j'étais plus vraiment moi-même, bah, je savais pas qui j'étais, je savais pas comment je me comportais. Je me rappelle que vraiment, je ne savais pas comment parler aux gens, comment m'y prendre. J'étais très, très, très timide, alors que j'étais pas comme ça habituellement. Et même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Enfin, je suis très, très anxieuse, etc. Et je pense que j'aurais pas été comme ça si ne s'était pas passé ça. Mais je travaille beaucoup sur moi, donc voilà, ça s'améliore. Et est-ce que je regrette de pas en avoir parlé avant? Oui, forcément, je regrette parce que déjà, je me dis que j'aurais pu ne pas vivre ça aussi longtemps parce que 3 ans c'est quand même long. Parce que c'est des blessures que je vais garder toute ma vie. Et je me dis bah peut-être que si ça s'était passé juste un mois, et bah ça ferait quand même beaucoup moins de choses à se rappeler. Voilà. Et puis je regrette aussi parce que au final toutes mes années lycée sont associées à ça. Et maintenant dès que je repense au lycée, bah c'est que des souvenirs négatifs, c'est que de j'ai plus aucun bon moment maintenant quand je me rappelle du lycée, j'ai plus aucun bon souvenir. Vraiment, et surtout en fait, vu que j'étais plus que l'ombre de moi-même, bah en fait, j'ai l'impression que je suis passée à côté de tout, que les gens ne me connaissaient pas, enfin, je sais pas, c'est vraiment un sentiment très bizarre où j'ai l'impression que ma vie s'est un peu arrêtée pendant 3 ans. Et même un petit peu avant, parce qu'au final, dès que je suis tombée amoureuse de lui en quatrième, j'ai vraiment changé mon comportement pour essayer de lui plaire. Et je pense que du coup, ça m'a volé vraiment beaucoup d'années. Et du coup, c'est ça que je regrette le plus. Donc voilà, après, ça fait partie de moi. Et je pense que si j'avais pas vécu ça, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc j'essaie toujours de trouver du positif. Mais c'est vrai que ça reste des souvenirs douloureux et que du coup, le lycée... même l'endroit autour du lycée, le ruban bleu par exemple, tout ça c'est des endroits qui sont vraiment douloureux pour moi parce que ça me ramène à une époque dont j'ai pas du tout envie de me souvenir. Ok. C'est plus ça. Et tu nous as dit donc, qu'il y avait eu cette série, où ça t'a fait prendre conscience de ces violences, mais quand est-ce que ça a été vraiment le déclic en fait? Alors le déclic, en fait du coup bah ouais comme tu l'as dit, j'ai eu plusieurs petits déclics, mais je captais pas vraiment que c'était des violences qu'il fallait que je parte. Alors en fait le vrai déclic, ça a été que le 27 mars 2018, j'ai perdu ma grand-mère. De qui j'étais très proche. C'était la première fois que je perdais une personne, enfin, que je connaissais un décès dans mon entourage. Donc ça a été très difficile pour moi. J'étais vraiment pas bien. À ce moment-là, il a été présent pour moi, etc. Donc voilà. Mais en fait, début avril, je me suis rendu compte qu'il échangeait des messages avec une autre fille. Donc voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement et tout ça. Donc à un moment où il était pas là, j'ai fouillé son téléphone. Je sais que c'est mal et qu'il ne faut pas le faire. Mais bon, je regrette pas parce qu'au final, je pense que c'est un petit peu ce qui m'a permis de partir. Donc voilà. Et je me suis rendu compte du coup qu'il parlait à une fille de façon très ambiguë. Donc je l'ai mis face à ça et j'ai dit bah qu'est-ce qui se passe, tu me trompes, etc. Donc il m'a dit non non, enfin avec cette fille, je te trompe pas, on discute juste, donc c'était clairement du flirt, mais il ne m'avait pas encore trompé officiellement entre guillemets avec elle, même si pour moi c'est déjà de la tromperie. Mais du coup il m'a avoué que au Nouvel An 2018, du coup, il m'avait trompé avec une jeune fille que je connaissais. Donc ça a été douloureux pour moi. J'étais au départ un peu en colère contre la jeune fille et j'ai beaucoup regretté après d'avoir ressenti cette colère parce qu'au final, en parlant avec cette fille, je me suis rendu compte qu'il l'avait agressée sexuellement, qu'elle n'était pas du tout consentante. Euh, donc voilà, si tu m'écoutes, je pense toujours à toi. Et mais voilà, du coup, ça a été le déclic parce que je me suis dit, attends, il t'a trompé. Et en fait, ça a été vraiment le fait que j'ai perdu ma grand-mère juste avant, qui m'est consolée et qu'en même temps, il était en train de flirter avec une autre fille. Je me suis dit, non, mais attends, mais Capucine, c'est quel genre de monstre? Enfin, qui est-ce qui peut faire ça? C'est horrible. Il a joué un double jeu, quoi.
C'est ça, vraiment double jeu et je pensais pas ça du tout, donc je suis vraiment tombée de haut et je pense que ça a vraiment été le fait que ma grand-mère soit partie avant parce que je me suis dit mince, enfin elle l'a connu lui et genre je regrettais, je me suis dit enfin c'est horrible qu'elle l'ait connu etc. Et je pense vraiment ça a été ça qui m'a donné le courage de partir à ce moment-là, donc c'est vraiment le fait de m'être sentie trahie et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai décidé de le quitter. Ok. Et est-ce que ça t'a pris du temps de partir tout simplement? Alors, le premier jour, ça a été très difficile. Déjà, il faut savoir que j'ai appris ça le soir. Je dormais chez lui. Donc voilà, c'était le dimanche soir, je dormais chez lui, on allait en cours le lendemain. Donc c'était très compliqué, je faisais que de pleurer, j'étais vraiment pas bien. Du coup, j'ai dormi, mais j'ai très peu dormi, c'était horrible, la pire nuit de ma vie, je pense, j'étais vraiment mal. Et le lendemain matin, bah, on est parti au lycée. Dans le bus, je me rappelle, je m'étais encore mise à côté de lui parce que en fait, j'avais peur tout simplement. Je me disais, il y a tout le monde autour de nous, tout le monde nous connaît, ils sont habitués qu'on se mette tous les deux à côté. Si je me mets pas à côté de lui, ça va, tout le monde va dire, oh bah regarde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'étais vraiment perdue, je savais pas trop quoi faire. J'avais vraiment honte d'avoir été trompée aussi. Et je me rappelle que j'ai envoyé un message à mes deux meilleures amies en leur disant il a fait quelque chose de mal, du coup on n'est plus vraiment ensemble, faut que je vous en parle et tout. Et je me rappelle quand je suis descendue du bus, elle m'attendait et tout, et j'étais vraiment pas bien, enfin c'était horrible, je me suis mis à pleurer quand je les ai vus et tout ça, j'arrivais pas en fait à leur dire ce qui s'était passé, et j'ai attendu la récréation, je me rappelle, et c'est là que je leur ai annoncé ce qui s'était passé. Et voilà, donc au départ, ça a été vraiment difficile parce que bah, moi, j'étais amoureuse, hein, donc j'avais pas envie de partir. J'étais très triste qu'il ait pu me faire ça. Et c'était difficile parce qu'en fait, il m'a vraiment ignorée toute la première semaine de notre rupture. Il était très désagréable avec moi. Voilà, vraiment méchant. Et après, au final, moi, j'ai commencé à me détacher, à aller mieux, à me dire, ok, bah, prends du temps pour soi, souffle. Enfin, ma vie venait d'être chamboulée, je venais de perdre ma grand-mère. Dans un mois, je fêtais mes 18 ans. Dans 2 mois, c'était le bac. Je me dis, écoute, enfin, souffle, genre, c'est pas grave, souffle et tout. Et du coup, quand il a senti que je commençais à me détacher, bah là, il est revenu. Donc moi j'avais décidé de passer à autre chose. Et en fait je me suis raccrochée vraiment à quelque chose, c'est que je lui avais toujours dit, écoute, moi je te quitterai jamais parce que je t'aime du fond de mon cœur et tout. Il y a une seule chose qui ferait que je te quitte, c'est que tu me trompes. C'était vraiment genre je lui avais toujours dit ça, je lui avais dit vraiment si tu me trompes, je te quitte, il y a même pas d'excuse ou quoi. Vraiment la tromperie c'est la pire chose que tu puisses faire à quelqu'un, donc si tu me trompes, je te quitte. Et du coup, je me raccrochais vraiment à ça, encore une fois, pour mon ego. Malgré tout ce qui s'était passé, j'en avais encore un peu. Ma fierté, je me disais, bah non, t'as toujours dit ça, donc c'est hors de question que tu te rabaisses à ça, tu tiens ce que tu as dit. Et du coup, je me suis vraiment raccrochée à ça en me disant, non, tu reviendras pas, il t'a trompé, tu reviendras pas, voilà. Et du coup, c'était vraiment comme ça que j'arrivais à avancer un peu, mais je lui disais pas, vraiment que c'était complètement fini. Je disais voilà c'est fini, peut-être plus tard ça reprendra parce que j'arrivais pas à complètement lui dire de partir. Du coup bah, lui il était très très insistant pour qu'on se remette ensemble. Ok. Et du coup, une fois que ça s'est terminé, cette relation, comment ça s'est déroulé et surtout, quels ont été tes changements mentaux, etc. Est-ce que ça a eu un impact sur ton mental, tout simplement? Ouais. Alors comme je dis c'était compliqué. Quand j'ai décidé de passer à autre chose, lui du coup bah, il s'est mis à me harceler de messages. C'était énorme, il m'envoyait beaucoup de messages, il m'appelait, etc. Il envoyait aussi beaucoup de messages à ma famille, ce qui était difficile pour moi parce que en fait il leur envoyait pas de message en disant oui Capucine c'est la femme de ma vie, je regrette vraiment d'avoir trompé, enfin voilà. Donc c'était difficile et puis du coup bah moi j'avais mes parents qui ils pouvaient pas savoir ce qui s'était passé, donc voilà ils me disaient bah réfléchis bien parce qu'ils pensaient que notre relation se passait très bien, donc ils me disaient bah réfléchis bien, tu sais à notre âge, ça peut arriver, enfin, à votre âge, ça peut arriver de faire des erreurs, etc. Est-ce que tu es sûr de, voilà. Donc, Et tu leur avais même pas dit pour le motif de la tromperie? si, je leur avais dit, mais du coup, c'est vrai que ma mère me disait, bah, tu sais, des fois, enfin, elle essaie pas du tout de lui chercher des excuses, mais ma mère, elle est très, Mère Teresa, elle essaie vraiment de toujours essayer, L'avocat du diable. voilà, vraiment de faire l'avocat du diable tout le temps. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment à me dire, bah,
enfin pas du tout à m'inciter à me remettre avec eux, mais à me dire réfléchis bien tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'était pas forcément facile pour moi parce que c'était difficile de tenir vraiment le truc et c'est mes copines vraiment qui m'ont soutenue là-dessus en me disant non, 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 enfin vraiment, elle voyait que j'étais mieux sans lui. Et c'est vrai que apparemment, ça a été assez impressionnant, mais mes amis m'ont dit, enfin, on t'a vu, genre, revivre d'un seul coup, en Ouais, il y fait. a eu un avant, un Ah après, ouais, quoi. vraiment, apparemment, ça se voyait sur mon visage que j'étais complètement différente, que j'étais, enfin, mes amis, ce qu'ils me disaient, c'est que j'étais beaucoup plus lumineuse. Ils me disaient, mais c'est fou, enfin, t'es super lumineuse, et eux, ils savaient pas tout ce qui s'était passé, etc. Ils me disaient, mais, enfin, t'es beaucoup plus belle, t'es plus joyeuse, t'es plus drôle, et en fait, tout simplement parce que j'étais plus sous son emprise et je me sentais vraiment libérée. Donc voilà, après ça a été une période très difficile mentalement, malgré ça, parce que déjà j'avais perdu ma grand-mère. Donc faut pas oublier que j'avais ça dans la tête, c'était très difficile. Je m'apprêtais à fêter mes 18 ans, donc j'étais très excitée à l'idée de fêter mes 18 ans, c'était symbolique pour moi. J'étais très stressée parce que j'allais passer mon permis, j'allais passer mon bac, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ma relation, ce qui s'était passé, je me rappelais pas encore. Donc c'était vraiment une période, c'était très bizarre, j'avais vraiment un mélange d'émotions Mm. très extrême qui faisait que au final j'étais complètement anesthésiée, j'avais l'impression un peu de flotter en fait, vraiment c'était une période très très bizarre, vraiment entre mes 18 ans, le bac, etc. J'étais vraiment dans une bulle et il y avait des moments j'étais très heureuse, des moments j'étais au fond du gouffre, c'était très 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 étrange, vraiment comme Ouais, c'était les sentiment. montagnes russes, quoi. Ouais, vraiment, c'était une sorte d'euphorie vraiment bizarre. Ok, très bien. Et sinon, comment as-tu réussi à te sortir complètement de cette relation toxique? Alors, comme j'ai dit, c'était une période très bouleversée. Euh, du coup, j'étais vraiment, j'étais dans ma bulle, j'essayais de plus trop écouter mes standards moraux, etc. Et en fait, je me suis rapprochée d'un garçon à ce moment-là, qui était un de mes meilleurs amis. Malheureusement, c'était aussi un très bon ami de mon ex, du coup. Donc c'était pas super moralement, mais ça m'a beaucoup aidée parce que du coup on a commencé à entretenir une relation qui n'a pas duré parce que voilà c'était très différent, mais c'était une relation pas de couple mais d'amitié plus. Ouais, de sex friend. et, euh, et au final, ça m'a beaucoup aidée parce que il me donnait beaucoup d'attention, etc. On discutait beaucoup tous les deux, et ça m'a vraiment permis de reprendre un peu confiance en moi aussi, à me dire ok, tu peux plaire à d'autres personnes, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien au moral. Donc voilà, c'était vraiment une période très bizarre parce que j'avais toujours imaginé que j'allais fêter mes 18 ans avec ma grand-mère, avec mon copain, enfin, c'était une période vraiment que j'avais beaucoup attendue, et je nourrissais beaucoup d'espérance dans cette période, et finalement, tout était différent, tout avait basculé, et du coup, je vivais vraiment à l'instant présent, moi qui me projette toujours. Là, j'étais vraiment coupée du monde et je me disais, enfin, souffle, et du coup, ça m'a aidé, je pense, le fait de me déconnecter, ça m'a vraiment aidé à me sortir de ça. Ok. Et comment as-tu affronté cette situation juste après la rupture? Est-ce que t'en parlais autour de toi? T'as dit que t'avais commencé un petit peu à en parler à tes copines, mais t'en as parlé aussi à d'autres personnes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que après, donc, comme je disais, la relation avec mon ami s'est rapidement terminée. J'ai profité de mes amis, je suis allée en festival pour la première fois, voilà, pour l'été des 18 ans, quoi. Je pense que on le connaît un petit peu. Donc voilà, je goûtais vraiment pour la première fois à la liberté. Et ça a été une période des fois, c'était très bien, c'est-à-dire que je pouvais m'habiller comme je voulais, parce que lui, il avait toujours un droit de regard, on va dire, sur comment je m'habillais. Je pouvais me maquiller comme je voulais, je pouvais poster ce que je voulais sur les réseaux sociaux. Il était plus derrière moi à me dire, bah non, mais pas ça, c'est trop comme ci, non, ça, c'est trop comme ça. J'étais vraiment libre. Donc c'était très particulier. J'avais des moments vraiment d'euphorie extrême, et j'avais des moments où j'étais vraiment au plus mal. Enfin, par exemple, j'ai raté mon permis, et quelques jours après, je passais mon bac.
Et après, j'ai obtenu mon bac avec une super moyenne, vraiment très très heureuse de ça. Et à côté de ça, du coup, j'étais très mal. Lui, il a raté son bac. Du coup, bah, j'étais très partagée. Moi, j'étais super contente parce que j'avais vraiment réussi ce que je voulais. Et je le voyais, lui, qui était vraiment en train d'échouer. Je me disais, bah, c'est de ma faute. Si je l'avais pas quitté, il aurait eu son bac. Donc, moralement, c'était un petit peu compliqué. J'étais heureuse avec mes amis, mais je me sentais très seule en amour. Et puis, bah, j'avais toujours ce sentiment un petit peu constant de douleur et de tristesse après la perte de ma grand-mère. Donc, c'était vraiment un moment très 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 bizarre et je parlais pas du tout en fait autour de moi de ce qui s'était passé. Donc voilà, la tromperie, oui, ça, j'arrivais mieux à l'assumer. Voilà, ça s'est passé, ça s'est passé. Mais en fait, pour tout ce qui était des violences, j'en parlais pas tout simplement parce que c'était toujours anesthésié, je m'en rappelais toujours pas. Euh, donc voilà, je continuais de le refouler. Et puis même lui, j'avais du mal à le laisser partir en fait, parce que on n'était plus ensemble. Mais je continuais de lui envoyer des messages pour savoir comment il allait, etc. Parce qu'en fait, je m'inquiétais pour lui parce que je me disais, il s'est tellement appuyé sur moi pendant 3 ans, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et puis ça a été compliqué aussi quand il a appris, du coup, pour la petite relation avec son ami. Voilà, ça a été très compliqué. Je m'en suis pris plein la tête, je m'y attendais. Alors, c'est pour ça que je voulais que ça reste secret, mais malheureusement, ça a été révélé. Euh, donc voilà, du coup, ça a été une période un peu compliquée, je m'en remettais beaucoup en question, mais j'ai réussi vraiment à m'accrocher et à ne pas revenir avec lui, parce que il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait, n'y retourne pas. Voilà, n'y retourne pas. Je pense que j'avais enfin ma conscience qui me parlait. Donc j'avais plus du tout envie d'être en couple avec lui, j'en étais certaine, mais j'avais du mal à le laisser partir à 100%. Oui, c'est ça, parce que du coup, tu étais encore en contact avec lui, Oui, enfin, oui, on par était toujours téléphone, en etc. contact, on s'envoyait encore des messages de temps en temps, Et tout puis ça. du coup, vous êtes vus encore après? Bah, il est venu me voir quand il a appris ce qui s'était passé avec son Ok. ami. J'avais très peur. J'avais peur qu'il soit violent avec moi, etc. Au Mhm. final, il est venu avec un ami. Je crois, j'avoue que mes souvenirs sont assez flous. Il y a eu des bousculades, des choses comme ça. Enfin, il m'a poussé, on était dehors, parce que c'était près de chez moi. Il m'a poussé, etc. Il était en colère. Enfin, pas des violences pires que ce qui avait pu se passer. Je m'attendais à pire, en fait. Donc, au final, voilà, j'excuse pas, mais je m'attendais à pire. Donc voilà. Et puis après ça, en fait, moi, du coup, je m'en voulais parce que je culpabilisais de ce que j'avais fait. Et du coup, bah, ça m'aidait pas non plus à couper les ponts parce que je me disais, bah, enfin, c'est mal ce que t'as fait, etc. Ok. Donc voilà. Ok, très bien. Et après, pour tes relations futures, Mm. est-ce que ça t'a freiné ou pas? Ou alors, au contraire, ça t'a du coup complètement ouverte, Et fait bah, conscience des choses, au etc. final, ça m'a pas vraiment freinée parce que j'avais pas du tout de souvenirs. Donc, de souvenirs de ce qui s'était passé. Donc, comme j'ai dit, donc j'ai eu cette relation avec ce garçon qui m'a permis un petit peu de reprendre confiance en moi. Et puis ensuite, j'avais envie de retrouver quelqu'un, mais vraiment pour avoir une relation de couple. En fait, je suis une personne super sensible. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin. Enfin voilà, moi j'adore avoir quelqu'un avec moi et et voilà, regarde, ça va comme ça. Sinon, je me sens vide. Donc, j'avais eu un rendez-vous avec un garçon, un petit date, tout ça. Il était sympa, mais c'était pas le coup de cœur, quoi. Voilà. Et puis, après, du coup, j'ai un petit crush pour Maxime. Un léger. Un léger crush pour Maxime, qui était au final dans mon lycée depuis Depuis le 3 ans, film. voilà, depuis le début, mais j'avais jamais vraiment fait attention à lui. Enfin, je l'aimais pas trop, mais c'était juste C'est un détail. c'est un détail. Enfin, j'avais rien contre lui. C'était juste, je pensais qu'il était pas très, qu'il était hautain et désagréable au final, pas du tout. Peut-être que vous le trouvez hautain, mais il ne l'est pas. Donc voilà. Et puis bah, après, du coup, on a eu notre petit date tous les deux, et puis bah ça a été coup de cœur et voilà quoi. Je pas trop d'introduire, j'ai pas envie de te lancer des fleurs, mais et Exactement. oui, voilà, c'était le coup de cœur. Enfin, dès le premier rendez-vous, il m'a fait pleurer de rire et je me suis dit, ok, c'est le bon, s'il me fait pleurer de rire, c'est bon. Donc franchement, bah, du coup, ça a commencé comme ça, notre relation à nous deux. Et non, au départ, j'avais pas du tout de problème, en fait, pour les relations sexuelles. C'est la fin de cette première partie. Je vous invite à découvrir la seconde d'ici quelques jours.
Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à venir rejoindre Over the Rainbow sur Instagram. Pensez à aimer et commenter cet épisode si vous le regardez sur YouTube ou mettre une petite note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. On se retrouve très vite, prenez bien soin de vous.